Bonjour à tous, il est Ténarque, l'un des meilleurs spécialistes des questions internationales et de défense, président du Centre de politique de sécurité de Genève et de l'Institut international pour les études stratégiques. Il est également conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Pratiquement sans aucune difficulté, l'armée russe ce week-end a pris le contrôle de la Crimée, qui est la région la plus russophile d'Ukraine. Est-ce que vous vous attendez à ce que Vladimir Poutine pousse son avantage dans d'autres provinces du pays ? Lui-même ne l'a pas exclu dans son coup de fil avec le président Obama, et c'est d'ailleurs ça qui a fait monter la température. Il prendrait un risque énorme à le faire, car les populations de l'Est ukrainien sont certes russophones, mais elles ne sont pas pour l'essentiel des Russes. Ce ne sont pas des pieds noirs, ce sont des Ukrainiens qui parlent russe. Ce ne sont pas des Russes qui parlent russe. C'est extrêmement difficile à saisir. Hein. Écoutez, une image simple. Oui, une image simple, mais les habitants de Liège parlent français, ils ne sont pas pour autant des Français. Et de ce point de vue-là, il y a une spécificité de la Crimée, qui elle, pour le coup, est une région... la Crimée est une région où vous avez une grosse cinquantaine de pourcents de la population qui est non seulement russophone, mais qui est très largement russe au niveau de la généalogie et au niveau du passeport. Mais en Crimée, il faut aussi faire très attention, il y a une petite moitié de la population qui ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et notamment les Tatars. Et notamment les fameux Tatars qui sont turcophones et qui ayant souffert le martyre sous l'Union soviétique, ne sont probablement pas très excités à l'idée d'être gouvernés par un gouvernement à la botte de la Russie. Oui. Sur le terrain, si les hostilités devaient réellement se déclencher, de quels moyens dispose l'armée ukrainienne pour résister à l'armée russe? L'armée ukrainienne est peu moderne, mal organisée, elle-même divisée au niveau du corps des officiers. Du point de vue strictement militaire, il n'y a pas là de capacité majeure de résistance. Mais l'Ukraine, c'est grand. Les Ukrainiens, à leur montrer historiquement, peut-être extrêmement teigneux. Autrement dit, ça ne se passerait pas comme en Géorgie, où tout était à 2 heures de route des forces russes, alors qu'en Ukraine, c'est un pays qui est plus grand que la France, et une armée même mal équipée, même mal organisée, pourrait donner du fil à retordre. Oui, le parallèle avec la Géorgie est tentant, et évidemment, puisque, comme en 2008, on sent bien que Vladimir Poutine avait la volonté de changer le rapport de force sur le terrain avant d'entamer la moindre négociation. Et c'est ce qu'il a fait avec la Crimée. Petit problème, l'Ukraine c'est 20 fois plus grand, c'est 20 fois plus peuplé, ça a une frontière commune avec 4 pays membres de l'Union européenne, ça a une frontière commune avec une demi-douzaine de pays membres de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas seulement la voisine de la Russie, elle est aussi la voisine de l'Occident. Il y a un autre parallèle qu'il est tentant de faire, c'est un parallèle avec la situation de l'ex-Yougoslavie. Je pense notamment au fait que Vladimir Poutine s'appuie sur les milices locales. Ça rappelle clairement ce que faisait Milosevic en Serbie. Est-ce que de la même façon, vous pensez que l'Ukraine aujourd'hui est à la veille d'un conflit qui peut être ethnique, religieux? On est dans cette situation-là? Il peut tout à fait y avoir un conflit à caractéristiques multiples, c'est-à-dire à la fois une guerre d'intervention, et en Crimée on a vu des troupes russes intervenir, une guerre civile, et on a vu en Crimée des milices russophones de Crimée s'armer et jouer les supplétifs vis-à-vis des forces spéciales russes. Donc un scénario à la yougoslave n'est pas non plus à exclure, sachant par ailleurs que pour Poutine c'est quand même pas un exemple très encourageant, parce que Milosevic est quand même tombé à la fin. Ce matin, Vladimir Poutine se dit ouvert au dialogue et envisage volontiers l'envoi d'observateurs sur place. Est-ce qu'il faut encore le croire aujourd'hui? Alors, moi je n'ai pas eu cette information, du moins pas de façon vérifiée et recoupée. J'en suis, au moment où nous parlons, à la suggestion allemande de créer un groupe de contact, et avec une réponse russe qui devrait venir. Rien n'empêche le dialogue, hein. Ça c'est en soi, la diplomatie, ça sert à ça.
Et des observateurs, en Crimée, il y a beaucoup d'observateurs russes. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux portent des fusils mitrailleurs. Ça dépend comment on définit le mot observateur. Tout au long du week-end, on a bien senti les Occidentaux très désemparés face à cette situation. Concrètement, que peuvent-ils faire aujourd'hui pour stopper Vladimir Poutine, ne serait-ce même que le faire douter, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, il n'a pas du tout peur de la réaction occidentale. Il faut dire que, comme d'habitude, les Occidentaux n'ont pas pris Poutine au mot, et pourtant Poutine a été assez clair dans son coup de fil avec le président Obama. Il a évoqué la possibilité d'une intervention russe dans l'est de l'Ukraine et en Crimée. Alors, les Occidentaux en face, bien entendu, la Russie est une très grande puissance. La Russie est un acteur incontournable sur des dossiers comme l'Iran ou comme la Syrie. Autrement dit, on ne va pas gérer la relation avec Poutine comme on gérait naguère la relation avec la Serbie de Milosevic. Les marges de manœuvre ne sont tout simplement pas les mêmes. Mais contrairement à d'autres, je ne sous-estime pas l'impact symbolique que peut avoir la sortie de la Russie du G8, ou du moins la non-tenue du sommet de Sochi. Est-ce que c'est efficace les Russes, et quand je dis les Russes, je parle à la fois de l'opinion populaire et des élites, les Russes sont très sensibles à ce genre de symbolique, et le fait que les pays membres du G7 aient unanimement déclaré il y a quelques heures qu'ils allaient cesser leur participation aux travaux de préparation du sommet de Sochi, qui doit avoir lieu au mois de juin, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Même si c'est un peu embêtant que la déclaration n'ait pas vu le jour il y a, mettons, 24 heures. Mais il est vrai que le dimanche, à Berlin et à Rome et à Tokyo, est absolument sacré. Oui, à Paris aussi, remarqué. Pardon ? À Paris aussi. Non, non, Paris, Londres et Washington et Ottawa avaient pris cette décision et l'avaient annoncé dès le dimanche matin. L'autre arme, c'est évidemment l'arme économique, et ce qui supposerait éventuellement un embargo sur le gaz russe. On peut difficilement l'imaginer compte tenu de la dépendance européenne au gaz russe. Qui dit économie, d'abord dit force du marché. Or, les marchés, réagissent à leur manière, à savoir que jugent l'exposition des banques russes en Ukraine de façon assez sévère, avec la baisse du rouble engagée depuis plusieurs semaines, et au moment où je vous parle, je crois qu'on a passé le seuil des 50 roubles pour 1 euro, et la baisse de la bourse de Moscou, et autrement dit, les marchés sont en train de dire la Russie n'est pas un bon pays dans lequel investir. Donc pour la modernisation de l'économie russe, le prix à payer, indépendamment de ce que diront ou feront les gouvernements, la facture, elle est déjà présentée à Poutine, dès maintenant. La deuxième chose, c'est l'énergie. L'énergie, bien sûr, l'Ukraine est dépendante du gaz russe. L'Europe, à la sortie de l'hiver, est un petit peu dépendante par rapport au gaz russe, mais pas tant que ça. Et la Russie, elle, est dépendante, pour 60% de ses revenus gaziers, du passage du gaz dans le gazoduc ukrainien. S'il y a le moindre pépin sur le territoire continental ukrainien, il y a un gros problème pour le budget russe. Autrement dit, si on entre dans un conflit, donc autrement dit dans un jeu à somme négative, on voit très bien quelle pourrait être l'ampleur du signe moins pour la Russie, même s'il y aurait également un signe moins pour l'Ukraine et les partenaires occidentaux. Merci beaucoup François Hesbourg. Merci. À bientôt.